Marjorie, je te laisse prendre la suite. Ouais, je vais me présenter rapidement. Marc Musique. À l'origine, je suis agrégée de génie civil. J'ai fait une thèse en génie civil, en thermique du bâtiment. Puis après, j'ai passé 17 ans en école d'architecture. J'ai vu d'autres choses, pas mal d'interdisciplinarité. Je me suis intéressée à la partie un peu plus humaine, aussi à la partie un peu extérieure du bâtiment, à l'aménagement, à un moment donné, l'évaluation des projets urbains durables, un certain nombre de choses. Puis là, je suis revenue au ministère du Développement durable et au CEREMA sur un poste de directrice de recherche avec une équipe qui s'appelle Bâtiments performants dans leur environnement. Et au sein du CEREMA qui contribue à un certain nombre de normes, notamment qui a beaucoup contribué à la RE 2020 en disant qu'il faut mettre de la performance d'été aussi, peut-être pas que d'hiver, et puis aller sur des climats futurs, qui poussent un certain nombre de normes. On peut discuter, hein, mais qui essayent de faire en sorte qu'on ait des bâtiments qui répondent aussi à nos demandes et aussi sur la prise en compte de l'occupant, j'en parlerai. Voilà, donc on est en permanence, nous, au CEREMA, 10% de chercheurs, et on est en permanence avec nos ingénieurs de l'État, qui sont les ingénieurs qui conseillent les collectivités, l'État, tout travail sur des projets concrets, qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage à différentes échelles. Donc on discute très souvent voilà, ce qu'on peut apporter nous en recherche, comment il faut avancer au niveau des normes et des collectivités. Donc ça ramène un petit peu sur le terrain. Et alors, moi, je me suis intéressée, j'ai fait pas mal de rapports de thèse ou de jury de thèse ces dernières années sur la question du performance gap. J'en reviendrai et voir un peu où on en est et ce qu'on sait faire. Donc, je vais parler du qu'est-ce que c'est que ce performance gap et puis finalement d'où il vient. Est-ce que les modèles, c'est un modèle, hein, quand on prend pas les factures d'électricité, de gaz et de biofuel, ce qui calcule la note, c'est un modèle derrière. C'est de la calcul, c'est un ensemble d'équations. Donc, on a des modèles plus ou moins sophistiqués. Bon, est-ce qui représente bien la consommation d'un bâtiment? C'est une question à se poser. Je me suis posé, alors, il y a le bâtiment, mais il y a les usages derrière, hein, parce que le résultat, c'est le bâtiment plus les usages. Et puis, si on compare à la mesure, qu'est-ce qui se passe? Parce que le performance gap, c'est ce qu'on a prévu et ce qu'on va mesurer sur le terrain. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on sait mesurer? Est-ce qu'on sait bien mesurer? Consommation, ça se pose aussi. Et puis, voilà. Et puis, je vais vous parler de ces différentes étapes pour moi, où on en est et ce qu'on sait faire ou pas bien faire. Et puis, quels sont les problèmes que ça pose finalement. Alors, performance gap, qu'est-ce qu'on compare? On compare une conception d'un bâtiment. On conçoit un bâtiment basse consommation, un bâtiment à énergie positive, on le conçoit. Pour le concevoir, nos ingénieurs, ils font des modèles. Alors, et là, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que c'est le modèle de conception? Parce que ce qu'on leur demande, c'est de répondre à la réglementation thermique. Le modèle de la réglementation thermique, il dit ça répond pas. Il dit pas quelle va être vraiment la consommation, parce qu'il est simplifié aussi, ce modèle. C'est un modèle qui est réglementaire, qui dit dans des conditions réglementaires, on va voir ça. Donc bon, déjà, il faut se poser la question, et beaucoup de bureaux d'études ne font pas que ça. Parce qu'ils vont faire la réglementation, il va falloir le rendre, hein, la réglementation, donc ils le font. Puis comme maintenant, on leur demande des garanties de performance, que ça va être mesuré après, donc ils se disent, faut quand même que je m'assure parce que je sais que ça me donne pas la performance, la réglementation, donc il faut tourner d'autres modèles plus sophistiqués. Ah, longtemps. Oui, il est un peu rapide. T'en économises ça. Donc voilà, il y a ces modèles, j'en parlerai un peu. Il y a cette période-là. Qu'est-ce qu'on va concevoir et comment on va le concevoir, finalement? Qu'est-ce qui va nous dire que c'est bon? Je suis polie, tu vois, je suis pensée. Et puis après, il y a la construction. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe là et ce qui se passe là, il peut encore se passer beaucoup de choses. Hein. Donc, les matériaux, est-ce que c'est bien ceux qui avaient été prévus? Est-ce qu'il y a des assemblages? Est-ce qu'il y a pas des trous dans l'isolation? Est-ce qu'il a bien été mis partout? Est-ce que c'est bon isolant? Il y a un certain nombre de choses. On a tous vu, même en rénovation, des poses de fenêtres plus ou moins fantaisistes. Il y a les systèmes. Est-ce que les gaines ne sont pas écrasées? Il y a encore beaucoup de choses sur les systèmes de ventilation. Donc, toute cette période de construction, là, on a un gros trou noir, hein, quand même. Hein. Et puis après,
Il y a la gestion du bâtiment, quand on est sur du bâtiment collectif, même du bâtiment individuel. Hein. Est-ce que votre chaudière est bien réglée, elle a bien été révisée? Est-ce que vous avez mis, qu'est-ce que vous mettez comme au réglage, comme thermostat? Et puis toute la partie usage. Comment vous utilisez votre bâtiment, comment vous vivez? Il y a autant d'usages quasiment que d'habitants, et c'est vraiment le couple foyer-bâtiment. On n'aura pas le même usage dans un bâtiment à un endroit que dans un autre endroit. Donc là, il peut encore se passer beaucoup de choses. Donc en fait, on va faire la différence entre ça et ça. Quand on va évaluer, donc il y a quand même beaucoup de sources de différence. Donc ici, oui, il faut vraiment bien faire attention sur la partie conception que le calcul réglementaire, oui, j'avais une dynamique normalement, il est peut-être différent du calcul de la performance. Donc si on n'a qu'un calcul réglementaire, on a peu de chances d'avoir ce qu'on a ici. Alors à cette étape-là, une fois que le bâtiment est fini, quand on n'a pas encore les usagers, on peut à la réception faire une mesure de la performance du bâtiment sans usage. Donc là, c'est ce qu'on va appeler la performance intrinsèque du bâtiment, qui est où on va tester plutôt l'enveloppe, les systèmes, etc., mais sans personne. Ce que ça veut dire, ça veut dire au moins celle qui est liée au bâtiment. Et alors, après, on va dire c'est de la faute parce que on peut dire c'est de la faute des usagers, hein, si la consommation est élevée, mais on ne sait pas comment on sait où il y a eu des écarts. Et puis, avant ce sujet-là, j'avais un copier-coller qui après, on a eu, c'est plus intrinsèque, mais la performance réelle. Et un mauvais copier-coller. Les modèles, est-ce qu'ils représentent bien la réalité? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle thermique du bâtiment? Un modèle de thermique dynamique. On a, alors, je l'ai pris de la thèse d'une thèse de Mathieu Bourdeau, je ne sais plus quelle année c'était, il y a 2-3 ans, où il a justement, dans une rénovation de bâtiment, regardé comment était le performance gap. Il a essayé d'évaluer ce performance gap entre ce qui a été prévu à la rénovation et ce qu'ils ont mesuré sur le terrain. Et là, il a vu les difficultés. Il nous dit donc un modèle, on essaie de représenter ce qui se passe dans le bâtiment et quelle va être sa consommation d'énergie, d'électricité, puis quel va être le confort aussi quand on ne consomme pas. L'été, par exemple, si j'ai pas de système, je vais pas consommer de chauffage, mais peut-être que je vais avoir un confort très dégradé. Et donc, il regarde quelles sont les entrées pour calculer ça. Il y a le climat. Il varie très fortement d'une année à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'en général, on ramène à on corrige du climat quand on évalue. Il y a tout ce qui est de la partie passive, l'enveloppe avec des matériaux, comment on représente tous les assemblages de matériaux. Vous voyez, dans un bâtiment, on a plein de beaux, hein, on a les vitrages, le cadre des fenêtres, des ponts thermiques à certains endroits. On a vraiment un système quand même qui est assez compliqué. On a tous les systèmes énergétiques. Donc dedans, ventilation, on perd pas mal d'énergie par la ventilation, le rafraîchissement, le chauffage éventuellement, avec des pertes un peu tout le long des tuyaux, hein, en fait. Et puis après, il y a toute la partie d'usage, avec toute la partie... Tout ça, on va dire, c'est la partie physique. On devrait pouvoir maîtriser à peu près, mais faut-il bien la représenter dans un modèle mathématique qui va représenter tout le bâtiment. Et là, c'est la partie occupant. Quand on conçoit les occupants, on les connaît pas. Hein. On va concevoir pour des occupants modèles. Et puis les usages, ils sont assez peu prévisibles. On ne sait pas s'ils vont ouvrir leurs fenêtres en permanence, s'ils vont aérer 10 minutes le matin, comme le dit l'ADEME, ou s'ils vont jamais aérer, ou s'ils vont boucher les ventilations. On ne sait pas. Et puis, s'ils ont des thermostats, c'est eux qui vont les régler. Hein. Donc, en fait, on a quand même toutes les entrées qui sont assez approximatives. Et puis, en plus, le modèle, c'est un modèle mathématique qui représente le bâtiment. Pour représenter un bâtiment entier, on a des équations qu'on a fortement dégradées. On n'a pas utilisé des équations super complexes qu'on pourrait utiliser et qu'on utilisera en mécanique, par exemple, pour représenter des turbines dans un avion, un truc comme ça. On fait beaucoup plus simple en termes du bâtiment. Parce qu'on a un système, puis à chaque fois, on a un nouveau système. On ne fait pas 1000 pièces pareilles aussi. Alors, petit à petit, ce qu'on fait, on a amélioré les modèles physiques. Moi, quand j'ai appris la réglementation thermique, c'était la RT 80, la réglementation 88, je faisais à la main.
En fait, on faisait un bilan sur un volume. Le bâtiment, c'était un volume, puis on calculait les déperditions à la main. Et il n'y avait pas encore dans les bureaux d'études de modèle informatique. On se posait la question, est-ce que ça allait arriver? Donc, ça, depuis, ils ont été énormément améliorés, comparés, etc. Donc, on a des modèles où on de plus en plus, l'enveloppe, on la représente de mieux en mieux, les ponts thermiques, tout ça, ça s'est beaucoup amélioré. Là, on commence avec les matériaux biosourcés. Maintenant, qui dit un matériau biosourcé, dit du bois. Il y a aussi des transferts hydriques. Avant, on les prenait pas en compte. Le fait qu'il y ait d'humidité dans le mur, ça nous complique parce que qui dit humidité, dit de l'évaporation, changement de... Enfin, après, il faut prendre en compte l'énergie qui est utilisée pour l'évaporation. Donc là, maintenant, on commence à prendre, c'est pas encore tout le monde, les biosourcés, les hygrothermiques. Parce que si quelqu'un a mis un nouveau bâtiment qui est conçu tout en bois et fibres de bois, etc., il va falloir qu'on monte la différence avec un bâtiment béton à un moment donné, sur la partie, sur le confort et l'énergie. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas fait il y avait 10 ans. Les infiltrations, on fait des bâtiments étanches, il va falloir montrer en quoi c'est intéressant quand même. Donc ça, prise en compte ou non des infiltrations, il faut savoir les représenter. On met de plus en plus, alors j'ai mis quelques thèses comme ça. L'environnement. Ah oui? Comment construire les bâtiments? Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'il y a un bâtiment face d'autres bâtiments, des arbres, etc. La plupart sont conçus à l'aéroport, parce que les données météo dont je parlais tout à l'heure, les données météo, on les a à l'aéroport. Je les ai pas, moi, là, juste ici. Alors, îlot de chaleur urbain, on arrive encore un peu près à le prendre. On va dire, on rajoute combien de degrés la nuit. Mais le fait qu'il y ait un autre bâtiment qui prend le soleil, qui renvoie le soleil, le fait qu'on n'ait pas les mêmes vitesses d'air, en fait, ça commence. Alors, on a montré là, dans une thèse que j'ai dirigée que vous pouvez du simple au double. Le fait de bien prendre ou pas l'environnement. Du simple au double sur nos consommations été-hiver. Si on prend pas bien les masques, si on fait. Donc là, on a une source d'erreur énorme aussi. Et puis, bon, tous les systèmes, ils évoluent. Il faut être aussi capable de bien la présenter. Donc, en fait, c'est un boulot énorme. Dans le DPE, il n'y a pas tout ça. Hein. Ils vous disent, oui, si vous étiez à Carcassonne, mais ils ne nous disent pas, oui, mais en fait, il y a un bâtiment en face et vous n'avez pas d'apport solaire. Enfin, voilà, vous n'avez pas d'apport solaire. C'est vraiment un truc très grossier, là. On commence à regarder aussi l'impact des incertitudes sur les conditions climatiques, sur les caractéristiques des matériaux aussi, parce que vous prenez, quand je dis c'est du béton, je prends ce qu'il y a dans les tables, des caractéristiques du béton qu'il y a dans des tables. On me dit, c'est ça la conductivité, ça. Mais celui que j'ai construit, si c'est pas le même, avoir un impact sur ma consommation. Donc tout ça, on commence à avoir pas mal de travaux de recherche qui montrent cet impact, mais ça n'a pas diffusé dans tous les outils de conception. Il n'y a que quelques bureaux d'études très pointus qui regardent un peu ça. On commence aussi à se poser la question des modèles construits sur de la donnée. On dit, oui, puisqu'on peut mesurer dans les bâtiments, est-ce qu'on peut aller, du coup, au lieu de mettre toutes les équations, dire j'ai des données, donc après je peux représenter. Alors ça, c'est super intéressant pour des bâtiments existants, parce que je vais acquérir beaucoup de données, puis du coup pouvoir voir ce qui se passe, caler bien mes modèles pour après voir ce qui va se passer si je rénove. Et du coup, je vais partir sur une bonne trajectoire parce que je représente bien mon bâtiment tel qu'il est. Par contre, oui, on pourra les utiliser dans les mêmes conditions parce qu'il faut que dans le futur, je les utilise pour des scénarios où j'ai les mêmes conditions que là où j'ai acquis mes données. Tous les problèmes d'apprentissage, il ne faut pas trop se dévier des conditions d'apprentissage. Donc là, il y a, voilà, c'est ce qu'avait, c'était intéressant, c'est justement ce qu'il y avait dans la thèse de Mathieu Bourdeau où il a enregistré beaucoup de données avant rénovation pour voir, et notamment là pour l'usage, c'est intéressant pour l'usage, à condition qu'on considère que l'usage va être le même après avec un nouveau bâtiment, un bâtiment rénové par rapport au bâtiment actuel. Or, ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est justement que c'est pas le cas. C'est que des personnes qui vont avoir un bâtiment rénové vont changer leur usage lié au fait, peut-être, alors surtout s'ils sont propriétaires, ils ont gagné un peu d'argent sur leur consommation d'énergie, donc ils vont peut-être avoir de nouvelles machines, de nouvelles manières de faire, et donc on repère un peu avec ce. Donc ce qu'on fait et ce qui était fait, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on fait notre modèle physique. On le calibre avec la donnée existante. Comme ça, on regarde ce qui fait les différences et ça nous permet
d'en avoir un qui représente déjà bien la réalité de ce qu'on a pu mesurer. Il faut avoir des mesures, hein. Et puis, voilà. Et puis après, on peut faire des hypothèses sur la réhabilitation et voir ce que ça va donner après réhabilitation et des hypothèses sur les comportements, comment ils vont évoluer, éventuellement prendre l'effet rebond. Et là, il y a eu des apports par des collègues économistes ou sociologues qui nous ont montré et qui ont fait des enquêtes et qui nous ont montré, après rénovation, les gens, ils changent leur thermostat, par exemple. Avant, ils mettaient 18, 19 parce que ça leur coûtait très cher. Puis après, ils sont quand même mieux à 20. Donc, ils mettent 20, ça leur coûte moins cher. Donc, il ne faut pas refaire les calculs avec 19. Il faut faire les calculs avec 20. Hein. Voilà. Alors, maintenant, dans nos modèles, comment est-ce qu'on représente l'usage? Ça, c'est un point important, en fait, parce que bien souvent... qu'est-ce qu'il faut représenter? Il faut représenter l'occupation. Combien j'ai d'occupants dans mon bâtiment? Enfin, dans mon logement, on va dire. Le chauffage. Quelle va être la température de consigne? Les gens mettent, c'est pas pareil, 18 ou 20, ou 22, 23, certains. Éventuellement, refroidissement, s'ils ont des clims, quelle va être leur consigne? Quand est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce qu'ils l'utilisent tout le temps? Est-ce qu'ils utilisent de temps en temps des brasseurs d'air, de temps en temps la ventilation mécanique aussi, est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils mettent la vitesse maximale ou pas? Oui, il y a l'éclairage, il y a tous les équipements spécifiques qu'ils peuvent avoir avec des apports internes. Combien ils ont d'ordinateurs, de télé, de tout ce qui peut amener de l'énergie dans le bâtiment. Est-ce qu'ils vont gérer les volets? Ce qui est un petit peu avancé et pas facile à mesurer. Les volets, les protections solaires pour l'été. Et puis, par exemple, même l'hiver, des fois, ceux qui partent tôt le matin ne vont pas ouvrir leurs volets parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il fait nuit. Et du coup, ils n'auront pas les apports solaires de la journée, ceux-là. Il ne faut pas compter dessus. L'ouverture des fenêtres aussi, fenêtres avec volets ou pas. La nuit et l'été, beaucoup ouvrent la fenêtre mais pas les volets, donc ça ventile moins que ce qu'on mettrait si on fait que l'ouverture des fenêtres. Et puis aussi, quels sont leurs critères de confort, hein? Est-ce qu'ils vont... là, il y a la vêture et puis il y a éventuellement ceux qui vont créer des courants d'air. Ça, dans un bâtiment, tu aurais de savoir dans chaque zone, à chaque instant. Et puis, par exemple, si on fait une simulation sur un an, il faudrait le mettre pour toute l'année. Alors, on a essayé de travailler pour essayer de refaire tout ça avec des collègues sociologues. Et en fait, on s'est croisés comme ça. Parce qu'eux, ils nous ont fait des profils de gens. Nous, on est allés comme ça. Ils nous ont fait des profils sur le cycle de vie. Le cycle de vie, ça veut dire du jeune au plus vieux, comment ils vont évoluer, comment leur consommation d'énergie va évoluer en fonction de leur logement. Sauf que nous, on voulait pas rare sur une année. Ça, on l'a pas eu. Et on y croit encore, mais je crois qu'on se croisera jamais. Parce que ça n'a pas de sens pour eux. En fait, ça n'a pas de sens, mais nous, c'est ce qu'on veut. Alors, à l'heure actuelle, comment les modèles... Alors, j'ai pris la réglementation thermique 2012, mais les réglementations thermiques, qui sont... les autres, elles sont les mêmes. Ils prennent des scénarios avec des gens qui sont là, pas là. Elles sont là 2 heures le midi. Et on a des scénarios typiques. Et on dit combien ils émettent d'énergie dans leur logement en fonction de leurs usages. Mais c'est vraiment des feuilles de scénario. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est des scénarios conventionnels. Donc, on a un occupant qui est ce qu'on appelle normalisé. Dans tous ces outils-là, on a un occupant normalisé. Ensuite, on a on a des modèles qui vont être stochastiques, où on va avoir plein de méthodes pour le faire. Où on va donner, par exemple, là, on l'avait fait sur l'ouverture des fenêtres, une probabilité que les gens ouvrent les fenêtres, c'était pour l'été. En fonction des températures, tout ça. Et alors, après, on distribue ça sur un bâtiment entier. La probabilité, si elle est de 30%, qu'ils ouvrent les fenêtres parce qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, on dit qu'il y a 30% des fenêtres qui sont ouvertes. On distribue ça sur un bâtiment. Et puis, au cours de la journée, on va augmenter. Donc ça, on l'avait fait. Et c'est là, je suis vraiment dans toutes ces approches-là. Puis du coup, suivant la manière dont je fais ma probabilité, je vais avoir... on s'aperçoit que suivant l'outil qu'on utilise, si je compare à ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on a observé, nous on a essayé de le représenter avec différents outils de probabilité, on n'avait pas tout à fait le même scénario, présenté plus ou moins. Mais plus ou moins bien. On a essayé d'apprendre à partir de nos données, mais ça... et puis après, les autres approches, j'ai fait
la partie modèle de RAID, modèle de stochastique. Puis après, il y a des modèles à partir de données. Où on est, ah ben non, c'était les modèles à partir de données. Et après, les modèles multi-agents, c'est qu'on va faire, c'est ce qui se fait un peu pour tout ce qui est conduite, etc. On va essayer de représenter des bonhommes, on va dire, dans notre bâtiment, en interaction avec leur bâtiment. Puis ils vont avoir des priorités. Ben là, il y a du bruit, donc j'ouvre pas. Là, j'ai chaud, mais là, je peux enlever mon, je veux pas consommer assez d'énergie, donc je vais commencer déjà à me dévêtir un peu, mettre le brasseur, puis après seulement, je mettrai la clim. On leur donne, ils ont des priorités, ils font. Et donc, c'est des fois un peu ce qu'on appelle, ils ont des drivers, ils ont des besoins, et puis après, ils font des actions dans le bâtiment. Donc, on va ouvrir la fenêtre, donc ça change. S'ils ouvrent la fenêtre à ce moment-là, ça change la consommation, ça va améliorer leur confort. Donc, ils vont agir différemment. Donc ça, maintenant, on commence à avoir un peu ce genre de modèle. Là, des simulations d'occupants dedans, qui réagissent avec le bâtiment. Donc voilà où on en est, mais ça, c'est pas ce qu'il y a, évidemment, hein, c'est pas ce qu'il y a dans ce que font à l'heure actuelle les bureaux d'études. Oui, on affine. Alors, est-ce que ça a toujours du sens d'affiner, hein? On affine la représentation du bâtiment, on affine les représentations des occupants. Bon, voilà. C'est compliqué parce que on sait que la représentation des occupants, il y a l'environnement qui compte, il y a le bâtiment. Est-ce qu'ils peuvent vraiment ouvrir les fenêtres? Est-ce qu'il y a un vis-à-vis? Est-ce qu'il y a vraiment plein de choses sur ces sujets-là. Donc, oui, leurs besoins, leurs préférences. Il y en a qui peuvent avoir chaud, il y en a qui... Comment est-ce qu'on prend compte tout ça? Alors, il faut disposer de profils de données pour pouvoir faire ça. Et on a, par exemple, travaillé avec des économistes qui font des enquêtes très larges et puis qui nous définissent des profils d'occupants qu'on pourrait distribuer, par exemple, sur un bâtiment. Mais ça restera des approches un peu probabilistes, en fait. Alors, voilà, ça, c'était la partie modélisation. Je vous ai dit, c'est utile d'avoir des mesures, mais la mesure, qu'est-ce que ça veut dire mesurer la performance d'un bâtiment? Alors, on peut mesurer la consommation d'énergie. À la limite, c'est assez facile, ça. À votre chaudière, vous mesurez ce que vous consommez, tout le gaz, l'électricité. Ça, c'est la partie facile. Ce serait facile à mesurer. Mais si je mesure que ma consommation, je ne peux pas trouver, d'où bien, si j'ai une performance gap, comment je sais à quoi c'est dû? Parce que est-ce qu'il y a des défauts? Comment je peux savoir? Donc ça, le problème, c'est que ça ne nous donne que le résultat. Il y a un performance gap ou pas? Je peux mesurer le confort thermique pour les quais. Bon, c'est un peu plus complexe de mesurer le confort thermique. On mesure plein de variables qui concourent à le confort thermique, c'est quelque chose de perçu. On mesure un environnement, la température de l'air, c'est pas. Il faut la vitesse de l'air, il faut l'environnement radiatif, plein de choses. Et puis, ça varie d'un endroit à l'autre. La mesure, je vous ai parlé de la performance intrafixette du bâtiment. Ça se fait à réception des travaux. Des travaux. On vous dit, on va mesurer le U d'un bâtiment. Alors, il y a eu des travaux, là, notamment, auxquels le CSTG et le CEREMA ont beaucoup travaillé. C'est le programme Profil, des gros programmes de nos ministères pour améliorer justement toutes ces méthodes de mesure. Est-ce qu'on voudrait pouvoir mesurer le bâtiment à ça? Donc, on mesure ce qu'on appelle l'isolation du bâtiment. À réception, ça peut être très variable dans tout le bâtiment. Comment on mesure le bâtiment d'un coup? On sait bien faire sur une paroi. Une paroi, ça ne suffit pas. Les défauts, ils peuvent être partout. Donc là, il y a eu sur des maisons individuelles, ça commence à pas trop mal marcher, comme l'étanchéité d'une maison individuelle. Il y a des outils pour le faire. Il commence à y avoir des travaux pour aller à l'échelle d'un bâtiment. Il y a beaucoup de projets européens ou projets internationaux à l'Agence de la consommation d'énergie. Perméabilité, on sait à peu près mesurer. Débit de ventilation, c'est à peu près mesuré. Voilà, mais là encore, le U d'un bâtiment, sur la performance globale, c'est un petit peu... c'est pas très fiable. Parce qu'il faudrait mesurer toutes les déperditions partout d'un coup. Alors, si on pouvait la mettre dans un truc d'essai où on met une puissance à l'intérieur, puis on voit quelle puissance il faut mettre pour maintenir, on y arriverait, mais ça, on ne l'a pas le système. Et alors, ce qui peut être intéressant, c'est pour caler nos modèles, c'est mesurer un grand nombre de variables. Partout, les températures, les flux sur tous les murs, les actions des occupants, ou même les volets ouverts, fermés. Au fait, sur quel bâtiment expérimentaux, et on n'arrive pas à tout faire. Par exemple, les volets, on a des problèmes pour mesurer. Volets ouverts, fermés, on n'a pas des capteurs adaptés.
parce qu'on a tout type de volets. Et puis, alors, on a essayé avec des lampes, des systèmes pour mesurer la luminosité à l'intérieur. Sauf que la nuit, ça marche plus, il faut autre chose. Et s'il est plus ou moins ouvert, mon volet roulant, quand j'ai un capteur qui mesure la hauteur du volet roulant. Et ça, en fait, et après, des fois, et puis c'est chez les gens. Donc, faut pas être trop intrusif. Et puis, faut que ça marche dans le temps. Donc, en fait, on revient toujours au même... Et puis, pareil, on revient toujours aux mêmes questions. On n'est pas capable d'instrumenter tout un bâtiment complètement. Et va où mesurer pour que les valeurs soient représentatives de bâtiment. Il faut... Et puis après, il y a aussi la validité de la mesure, parce qu'on a des incertitudes sur les appareils de mesure aussi. Donc là, toujours... Donc, là, sur cette partie, vraiment mesurer la performance, il y a des progrès, il y a des choses qui se font. C'est pas la caméra thermique qu'on va balader partout qui va nous faire quelque chose. On est sur des choses un petit peu plus complexes. Mais il y a quand même des difficultés méthodologiques qui font que on n'est pas prêt d'avoir notre contrôleur DPE qui vient, qui vous dit « Hop, j'ai mesuré, c'est temps ». Mesurer pour calibrer des modèles, oui, ça marche bien, notamment en mesurant des variables plus simples comme température, taux de CO2, ça nous donne une idée de la ventilation, taux de CO2 et d'occupation. Donc, il y a d'autres études qui marchent bien maintenant, qui sont bien expérimentées en recherche. Pour conclure, mesurer modélisation, finalement, c'est quelque chose de très complémentaire. On aurait pu avoir des modèles, des mesures pour bien représenter les bâtiments. Puis c'est certainement cette complémentarité qui permettra de mieux évaluer une performance. Je vois, venir faire par ces mesures. À l'heure actuelle, là, sur la mesure des U des maisons, il y a le CMA fait des formations des mesureurs qui vont faire la réception des bâtiments pour avoir une meilleure connaissance de la qualité des travaux. Puis toute la partie modèle, le modèle théorique en lui-même, s'il n'est pas calibré, si on ne représente pas bien les usages, et puis le bâtiment, il ne vaut pas grand-chose. Et puis la question de la représentation des usages, elle reste un verrou. Elle restera certainement pas longtemps parce que on avance. Mais alors, par rapport à... J'ai fait une présentation il y a presque une vingtaine d'années où il y a des sociologues avec une personne de l'ANA qui m'avait volé dans les plumes. Maintenant, les sociologues et les gens de la physique du bâtiment se parlent et ne s'engueulent plus. Donc, moi, je suis assez optimiste, même si pour l'instant, on n'arrive pas toujours à se croiser au bon niveau. Voilà. Merci, Lydie. Deux, trois petites questions avant la pause. Le U, c'est quoi? Le U, c'est... ce qu'on mesure, le U ou le... c'est l'inverse de la résistance, mais c'est ça qualifie... Le U, pourquoi on prend le U quand vous achetez une fenêtre, quand vous achetez... On vous donne le U de la fenêtre. C'est sa... Conductance. Oui, sa conductance, c'est la manière dont c'est la caractéristique de conduction de la chaleur. Sa proportion à laisser passer la chaleur. C'est l'inverse de la résistance, on va dire, à la chaleur, c'est le 1 sur. Et en fait, du coup, on pourrait caractériser une fenêtre, une paroi avec un U, et là, on essaie de caractériser un bâtiment, ce qu'on appelle un U, qui va être, du coup, il conduit ou il conduit pas, pour en fait, et pour moi, j'aime mieux parler de... Il laisse passer ou pas la chaleur. Voilà. U élevé laisse facilement passer la chaleur. Mais, ouais. Ça s'appelle la conductance. La conductance, ouais. La conductance. On le verra partout, le U. La journée trop. Ouais, la conductance, ouais. On l'appelle partout le U, et c'est vrai que quand vous regardez une fenêtre, on va vous parler du U. U de la fenêtre. Vas-y, Jacques. C'est pas la question de tout à l'heure. Oui, il y a quelques années, j'avais entendu Didier Roux, quand il s'occupait à Saint-Gobain de la recherche et développement, etc., qui parlait d'un truc qui avait commencé en Angleterre, où les gens avaient construit une maison, mode anglaise, enfin un pavillon à mode anglaise, dans un hangar, et ils mesuraient tout. Alors, je conçois bien qu'on puisse pas faire ça pour un bâtiment de 10 étages, mais est-ce que ça se fait un peu ou pas du tout? Et il y a deux choses qu'ils avaient regardées très en détail, et c'est très intéressant. C'était d'une part la montée en température, et puis ensuite les déperditions en régime permanent. Ah, il y en a un, par exemple, qui à l'Université Gustave Eiffel, ici à Marne-la-Vallée, ils ont un bâtiment dans un hangar. Il y a plus d'eau.
Ouais, un petit bâtiment déjà quand même. Hein. Après, Les normes aussi. c'est vrai qu'on peut regarder, mais enfin, la représentation physique de ce qui se passe dans un béton plus isolation, je pense que c'est pas ce qui pose problème à l'heure actuelle. C'est vraiment la représentation des défauts, des trucs pas prévus, quoi, en fait. Parce que ça, on sait depuis longtemps faire. Il y a eu plein de méthodes mathématiques pour représenter le transfert, la conduction en soi, le portrait compliqué à représenter. Il y a eu plein de choses. Bon, après, l'assemblage qui se passe dans les angles, tout ça, il y a aussi des petits apports, mais c'est pas le mieux représenté. Et après, c'est vraiment, là, à l'heure actuelle, c'est la complexité du bâtiment qui est compliquée. C'est pas le plus belle qui a représenté l'interaction, usage, bâtiment. Si on n'ouvrait pas les fenêtres, si on n'avait pas de, enfin, gros, si on n'avait pas d'équipement, bah, il réagirait peut-être comme on veut, à part les défauts de construction. Mais moi, j'ai de grandes discussions régulières avec des collègues qui sont des matériaux qui nous disent oui, mais on fait arrêtez de faire votre thermique du bâtiment, ça sert à rien. On a des matériaux hyper performants, il suffit de les appliquer dans les bâtiments. Bah, faut pouvoir les construire correctement, déjà. Et puis surtout avec vos matériaux compliqués, ça risque d'être construit encore moins bien. Et puis bah, derrière, comment la personne vit dedans, ça fait la différence. Et on nous propose régulièrement, j'en parlais tout à l'heure, moi j'y vois passer, des nouveaux bétons qui vont stocker la chaleur de l'été par des réactions à l'intérieur et puis qui vont la restituer l'hiver, avec des parois à 60 degrés. Bah, l'été, vous êtes content. Le gamme en question, en valeur relative, il vaut bien. Ça dépend complètement des bâtiments, mais des fois on peut avoir un rapport de 1 à 2, quoi. Enfin, ça dépend complètement. Ça va dépendre de tellement de choses, de la manière dont la conception a été faite. Ça peut être très très variable. Hein. On a des ordres de grandeur. Et plus, en plus, le 1 à 2, plus on va descendre vers des performances faibles, plus ce gap il va être important proportionnellement. Hein. Évidemment, on va dire on a le double, mais si on est à 20 watts par mètre carré, bon, c'est 40 par rapport aux 200 ou 300 dont on partait. On s'en sort pas si mal. On laisse un petit temps de discussion pendant la pause. Donc on va essayer de